Nedarim d'Aflamet Zain. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un arrêt de un shiur ou deux. On va pas parler d'un sujet de halakha. On va faire un shiur historique à propos des théamim. Comme on a fait auparavant plusieurs shiurim de ce genre. On va parler des théamim de la Torah. À mon avis, ça va se prolonger au moins sur deux shiurim, si c'est pas plus. Peut-être que le shiur sera aussi un peu plus long, pour ne pas que ça se prolonge sur trop de shiurim. C'est un sujet qui se retrouve dans notre date, et on va essayer de voir qu'est-ce que c'est les théamim de la Torah, d'où ils viennent, d'où ça vient, à partir de quand ils existent, qui a inventé les signes. Quand on sait tous, on écoute la Kriyat Torah pendant Shabbat, il y aura une mélodie, il y a un certain air qu'on va faire sur les psukim, d'où il vient cet air. Et quand on va ouvrir le Chumash, on va voir toutes sortes de signes au-dessus et en dessous des lettres. Qui a inventé ces signes, d'où ils viennent et quelle est leur importance. Dans notre Gemara, on va voir la halakha qui dira qu'on ne peut pas prendre un salaire sur l'étude de la Torah, sur un enseignement de la Torah. Donc, quand je vais enseigner la Torah à quelqu'un, je n'ai pas le droit de prendre un salaire. Tout ça, c'est à propos de Torah chez Birtav, sur l'étude de la Torah elle-même, le Tanakh. Par contre, sur la Torah chez Baal Pé, c'est quelque chose qui est permis. Et là, la Gemara, elle va essayer de poser la question, comment on se permet quand même, les rabbinim, ou même les professeurs de collège dans les écoles, ils se permettent de prendre un salaire alors qu'ils étudient la Torah. Et là, la Gemara, elle va donner plusieurs réponses. Elle va dire, une des réponses, par exemple, si c'est des enfants, alors c'est très simple, il prend son salaire sur le babysitter. Il est en train de garder des enfants au lieu qu'ils fassent le fou dehors. Le professeur, il les rassemble dans une classe. Sur cette chose-là, il va prendre son salaire, pas sur le fait qu'il leur apprend de la Torah. La Gemara va nous dire que même si c'est des adultes, il y aura d'autres raisons qui vont nous permettre, en étudiant la Torah, par exemple, une des raisons qui va être amenée dans la Gemara, c'est il prend ce qu'on appelle Srar Batala, c'est-à-dire cette personne qui enseigne la Torah à d'autres personnes. Il aurait pu faire du business, il aurait pu travailler dans un autre métier qui lui aurait rapporté de l'argent, et puisqu'il ne le fait pas, sur cette chose-là, sur le fait qu'il est en train de, entre guillemets, perdre son temps, et ce temps-là, il aurait pu gagner de l'argent, sur cette chose-là, il va prendre un salaire, même sur donc il prend pas le salaire, en fait, sur l'enseignement lui-même de la Torah, sur le fait qu'il est en train de prendre du temps qu'il aurait pu gagner sur ce temps-là. Une autre raison qui va être amenée dans la Gemara, que la Gemara propose, c'est quand, par exemple, on étudie le Chumash avec des Théamim. Alors, la Gemara, elle va dire, il est en train de prendre le salaire sur les Théamim. Comme on connaît quelqu'un qui fait la bar mitzvah, on l'amène chez quelqu'un qui connaît les Théamim, il va lui apprendre les Théamim. Est-ce qu'il a le droit de prendre un salaire sur cette chose-là? Et là, la Gemara, elle va proposer une réponse. Elle va dire, il ne prend pas un salaire sur l'étude de la Torah elle-même, il prend le salaire sur les Théamim qu'il est en train de lui apprendre. Et là-dessus, la Gemara, elle va amener une marloquette. Elle va dire, non, peut-être que non, on ne peut pas prendre un salaire sur cette chose-là parce que les Théamim, c'est aussi considéré comme Torah Shibirtav. C'est une halakha le Moshe Sinai. Ça vient directement de Hachem qui a transmis à Moshe. Ça fait partie des premières choses. Et donc, on ne peut pas prendre non plus, même sur ça, on ne peut pas prendre un salaire. Et là-dessus, la Gemara va ramener une marloquette. D'autres penseront que non, on peut prendre un salaire là-dessus. C'est pas considéré comme une halakha le Moshe Sinai. Et donc, c'est quelque chose de permis. Dans la halakha, on dirait que si on cherche la halakha, on dirait que la halakha, elle est plutôt comme ceux qui pensent que c'est pas considéré comme une halakha le Moshe Sinai. Et donc, si c'est comme ça, on devrait maintenant faire un travail pour essayer de savoir à partir de quand existent ces ta'anim et qui les a inventés, en fait, d'où ils viennent. D'abord, il faut savoir que l'importance des ta'anim, elle est incroyable, elle est très très grande et elle est très très ancienne aussi. C'est le premier pérouge de la Torah, quand la Torah nous a été donnée. Alors, il y a d'abord les lettres. En fait, toute la Torah, c'est comme des schémas de Hachem. Donc, la répartition des mots eux-mêmes, c'est considéré déjà comme un pérouge. Ça nous donne une possibilité de lire une certaine phrase. Maintenant, on sait tous quand on ouvre un livre, même un livre de Chol, et toutes les phrases sont obligées d'avoir des points, des virgules, des deux points ouvrez les guillemets, etc., pour qu'on puisse comprendre la phrase d'une manière normale. Il y a des tirets, il y a toutes sortes il y a un code qui nous fait comprendre la phrase. En fait, sans ça, il nous manquerait beaucoup de compréhension, et il y aura beaucoup de déformations si on n'a pas ça. Ici aussi, c'est ça ce que les ta'amim, d'après le pshat, en tout cas, ils me font. Mais il faut savoir, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup de sodot là-dessus. Déjà, point de vue le pshat, le Even Ezra, un des grands rishonim, des mefarshim sur la Torah, il dira qu'on n'a pas le droit de donner un pshat sur un pasuk. On peut donner beaucoup de pshatim, beaucoup d'explications sur les psukim, mais une explication qui contredit le sens que les ta'amim nous donnent, c'est une explication qui n'est pas vraie. On ne peut pas être honnête sur les ta'amim.
Donc, la répartition des mots, c'est bien sûr une chose qui est arrivée directement dans la Chalem Moshe Sinaï. Malgré qu'on peut étudier la Torah d'après le Sod, d'après les Remazim, les noms d'Hachem. La Torah existe même si on met toute la Torah en un seul mot, sans répartir les mots. Mais bien sûr, le premier pirouche de la Torah, c'est les Théamim. Les airs, en fait, la manière que les Théamim vont nous aider à lire le pasouk, la phrase, c'est ça qui va nous donner la première explication, la plus ancienne, une explication sur la Torah. À partir de quand ces Théamim existent, donc on sait déjà dans la Gemara, dans notre Gemara, on va voir un pasouk que Ezra a souffert au début du deuxième Beth Amikdash. Quand il a lu le Sefer Torah, il a expliqué, il a fait la lecture, il a expliqué, et on va faire une dracha qu'il avait aussi lu les Sefer Torah avec les Théamim. Est-ce que c'est Ezra Sofer qui a fait les Théamim ou pas? Apparemment non, c'est déjà quelque chose qui est bien plus ancien que Ezra Sofer. Et il y aura un pasouk que la Gemara dans Masechet Eruvin elle va ramener à propos de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech aussi, avec sa grande sagesse, c'est-à-dire son grande intelligence, il a écrit les Sfarim et il a expliqué les Sfarim et on va faire une rachat qui parle aussi des Théamim. Mais Shlomo HaMelech, il y a une bonne partie du Tanakh qui a été rédigée après Shlomo HaMelech. Dans les Ktuvim, il y a certains Sfarim qui ont été rédigés après Shlomo HaMelech, eux aussi ils ont des Théamim. Donc c'est apparemment pas Shlomo HaMelech qui a fait les Théamim, c'est peut-être quelque chose qui est encore plus ancien. Donc, dans notre Sugya, on va voir une possibilité que c'est Halakha Moshe Sinaï. Ceux qui sont cholkim sur ça, on a beaucoup de difficultés à savoir c'est qui. Mais ce qui est sûr, et ce qui est clair, c'est que c'est quelque chose de très très ancien et de très très important qui a été rédigé vraiment par une voix ou un roi HaKodesh. Il y a dans le Zohar HaKadosh, il va nous donner des sodotes incroyables, infinis à propos des Théamim. Et dans le Sefer Chassidim aussi, dans les Rishonim, ils vont dire qu'on n'a aucune possibilité de changer les Théamim, même si on a l'impression de trouver un besoin comme celui-là. C'est impossible d'être collègue sur les Théamim, on ne peut pas changer les Théamim, etc. Il y a une chose qui est claire dans les Théamim, c'est que le Sof Pasuk, la fin du Pasuk, ça c'est sûr que d'après tout le monde, c'est une Halakha Moshe Sinaï. Donc la rédaction, la répartition qu'on fait entre les mots et entre les Psukim, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient d'en haut directement de Halakha Moshe Sinaï, mais ce qui est sûr aussi, c'est que même si les Théamim ne viennent pas, on ne considère pas ça vraiment comme une Halakha Moshe Sinaï, mais c'est apparemment quelque chose qui est très très profond et beaucoup plus important que ce qu'on puisse croire. Dans les Théamim, il faut savoir que nous, on a l'habitude de penser, quand on dit les Théamim, on pense tout de suite à la mélodie des Théamim. Mais bien avant la mélodie des Théamim, il y a le pirouche que les Théamim nous donnent. Il y a certains Théamim qui nous donnent la possibilité de faire des virgules et des points au milieu des psukim. Donc il y a les Théamim qui freinent, et il y a les Théamim au contraire qui recollent les mots, qui prennent 3 ou 4 mots et qui les collent ensemble, et ça nous change complètement le pshat du pasuk. Donc, il y a l'explication des Théamim, il y a la mélodie des Théamim, il y a les signes qui nous ont été écrits dans le Chumash, et il y a le nom des Théamim. Est-ce que tout ça vient de la même personne? Apparemment, non. Certaines choses sont beaucoup plus anciennes que d'autres, et on va essayer quand même de faire un peu d'ordre sur tout ça. Le Khatam Sofer, il vivait il y a à peu près 200-250 ans. Il a une tchouva là-dessus, à propos des Théamim. Il faut savoir d'abord qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui dans notre temps, que les Bnei Israël, au courant des générations, ils ont beaucoup peiné pour garder la Torah telle qu'elle, pour ne pas qu'il y ait des gens qui essayent de la déformer, pour faire la guerre en fait contre certaines personnes qui essayaient de déformer, de faire toutes sortes de changements, qui au début du changement, ça avait l'air des changements qui sont banals et pas importants, et les Gdolei Hador, avec leur vision qu'ils ont, même pour des années, une très grande vision, très lointaine, ils ont vu que il y a certaines choses qui font partie du ADN du judaïsme et on ne peut pas les changer, c'est impossible de les changer. Et celui qui commence à les changer, il en arrivera par couper complètement dans toute la Torah. On va raconter l'histoire un petit peu des Théamim qu'il y a eu du temps du Khatam Sofer. Juste avant ça, quelle est la définition du mot Ta'am? Donc le mot Ta'am, en fait, il veut dire deux choses. Première chose que veut dire le mot Ta'am, c'est quelque chose qui est bon. Quand on veut dire quelque chose qui est bon, un aliment qui est bon, par exemple, on dit c'est Ta'im. Donc Ta'am veut dire un goût. En fait, Ta'am peut vouloir dire un goût.
Donc ici, ça nous donne un goût sur le pasouk, ça nous donne la beauté du pasouk, surtout la mélodie nous donne une beauté dans le pasouk, et on va voir plusieurs exemples là-dessus sur certains psukim qu'on voit vraiment, ça nous fait vivre, les termines nous font vivre les psukim. Et il y aura une Gemara qui dira que quelqu'un qui lit, qui étudie la Torah de manière générale, même la Torah chez BLP, si on l'étudie de manière morte et sèche, alors la Torah, entre guillemets, elle s'endeuille sur cette personne-là. Et donc, en fait, l'importance d'étudier la Torah de manière vivante, la Torah, elle est vivante en nous, elle nous fait vivre, elle fait partie de notre vie, elle est notre vie. Et donc, on lit les psukim avec une joie, avec une beauté, et même la Torah chez BLP. En fait, tout ce qu'on parle jusqu'à maintenant, juste une petite parenthèse, on va parler plus tard on va un petit peu rentrer dans l'histoire des théamines, point de vue le sod, parce que ici, on va d'abord essayer d'expliquer dans les théamines, point de vue le pshat, pashout du pasuk. On sait qu'il y a 4 parties dans la Torah, le pshat, le drash, le remez et le sod, et dans les théamines aussi, il y a une explication des théamines dans le pshat, dans le drash, dans le remez et dans le sod, comme on a déjà vu, comme on vient d'entendre que le Zohar Kadosh, il dit des sodot incroyables à propos des théamines. On sait qu'il y a 4 répartitions aussi. Il y a les théamim, les voyelles, les nekudot. Il y a les tagim et il y a les lettres elles-mêmes. Et ça, c'est les théamim, en fait, leur importance, elle est encore plus grande que les lettres, encore plus grande que les tagim. Les tagim, c'est les petites couronnes qu'il y a au-dessus de certaines lettres. Sur ça aussi, même sur les tagim, il y a beaucoup de sodot. On dit que Rabbi Akiva, il faisait sur chaque tag, il faisait des drachot incroyables. Il faisait des montagnes de halachot sur chaque tag. Et c'est des choses qui font partie vraiment de la profondeur de la Torah qu'on n'en a même pas une idée. Donc on revient plutôt pour l'instant au pshat. Après on va essayer de passer aux autres parties. Donc on revient. On a dit que le mot tam peut vouloir dire premièrement un goût. Ça nous donne le goût au pasuk. Et le mot tam peut vouloir dire une raison. Je cherche un tam à une mitzvah. Donc je cherche la raison de la mitzvah parce que le théamim aussi, ils vont nous donner l'explication sur le pasuk. Il y a quelques dizaines d'années, on a trouvé à Caïr, dans une très très ancienne Gniza, qui date de entre 1100 et 1300 ans, 300 000 papiers qui étaient dans une Gniza que personne n'avait touché depuis parce que c'était dans le toit d'une choule, une très ancienne choule. Il disait qu'il y avait là-bas des shedim, des démons, etc. Donc tout le monde avait peur de monter là-bas jusqu'à que quelqu'un ait décidé de monter. Et il a trouvé cette magnifique Gniza, très très ancienne, avec là-bas ils ont trouvé plein de minagim très anciens, toutes sortes de piyutim qu'on ne connaissait pas du tout. Et ils ont trouvé aussi sur le Tanakh, un Tanakh qui a été écrit, bien sûr, à la main, avec les théamim, et à côté des théamim, il y avait même les notes, comme les notes de la musique. Ils ont essayé d'écrire les notes de la musique pour garder les théamim. C'est très intéressant de remarquer ça, de remarquer les théamim très anciens qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, comme on sait tous, il y a les théamim Sfarad, Ashkenaz, Thémanim et encore plusieurs d'autres. On va en parler aussi un peu plus tard. Donc on revient maintenant à l'histoire des théamim qu'il y a eu du temps du Khatam Sofer. Il y avait, comme on le sait tous, il y a à peu près 240 ans, Tafkouf même tête. Ça fait 235 ans. La Révolution française, qui a changé le monde entier, qui a amené la démocratie dans le monde entier. Et puis, cette chose-là, il y a eu du temps où cette chose-là est arrivée, la démocratie, tout le monde est égalité, fraternité, comme on connaît. Les Gdolé Israël de sa génération, ils étaient en marloquette. Comment regarder cette chose-là? Quelle est en fait la vision qu'on est censé avoir en tant que bon juif à propos de cette chose-là? Il y avait certains des rabbinim qui étaient tripos, qui ont dit c'est très bien. Au lieu que les juifs continuent à souffrir en dessous des parisiens, en dessous des gens qui font ce qu'ils veulent avec les juifs et continuent à souffrir comme ça, ils vont peut-être s'arrêter de souffrir et donc point de vue matériel c'est très bien. D'autres rabbinim, ils ont eu très peur de cette chose-là parce qu'ils ont vu dans leur vision lointaine, encore une fois, ils ont vu que ça pouvait faire une grande dégringolade dans le peuple juif, comme on le sait tous, ce qui s'est passé après. Il y a eu le réformisme, il est arrivé après, la Scala, et toutes sortes de gens qui ont commencé à dégringoler complètement de manière point de vue spirituel. C'est à partir de ce moment-là où ça a commencé les premiers masculines qui ont démoli en fait le peuple juif jusqu'à que le peuple juif a l'air de ce qu'il a l'air aujourd'hui dans notre temps, où la grande majorité, elle est très très loin de la Torah.
Il y avait une certaine personne les gens le considéraient comme arabe, il s'appelait Aaron Choriner. Il a écrit certains sfarim. Au début, ces sfarim, c'était des sfarim qui étaient genre halakha, etc., de kashrut. Au bout de quelques sfarim, les Gdolei Israël de son temps, comme Maharam Banet et plus tard le Khatam Sofer, ils ont vu que c'était une personne qui était problématique. Il n'y a pas de Yirat Shamayim, mais en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de commencer à faire des changements. Et c'est pas ce qui le dérange, c'est pas des questions de halakha. C'est ce qui le dérange, c'est il essaye de moderniser entre guillemets la halakha et la Torah, etc. et de faire des changements. En quelques années plus tard, donc ça c'était quelques années après la Révolution française, en Tafkouf Aïn, donc c'est déjà 20 ans plus tard, sont arrivés, en fait, il y a eu toutes sortes de rabbanim modernes, on va les appeler rabbanim modernes, qui ont commencé à essayer de changer des minagim. Ils ont commencé au début, ils disaient, on n'a pas besoin on peut manger des kitniot pendant Pessah. On parle bien sûr en Europe de l'Est où le minagim, ce minag des kitniot, c'était un minag qui était très répandu et très connu. Et bon, ça a l'air, bon, d'accord, ok, c'est un minag, c'est pas très grave, etc. Mais les rabbanim, ils ont vu que c'est pas une question de minag, c'est une question, en fait, de certaines personnes qui essayent de commencer par ces choses-là pour plus tard démolir toute la Torah. Plus tard, ils ont dit, on va rentrer un piano dans la choule. Pourquoi? Quel est le problème? C'est bien, on fait Kabbalah Shabbat avec un piano. Bien sûr, on fait le goy qui fait le piano. Et donc, ils essayaient de faire toutes sortes de changements de ce genre. Et c'est comme ça, en fait, comme on le sait, que les réformistes ont commencé. Au début, dans la première génération, ils étaient encore proches. Ils ont dit, viens, on essaie d'être moderne. Pourquoi? On n'a qu'à mettre la Torah à la page. Et pourquoi ne pas faire certains changements? C'est bien beau, etc. On va garder le folklore du judaïsme et puis le reste, on peut un petit peu laisser tomber. Au début, ça avait l'air pas tellement mal. C'est que les grands rabbinim qui ont fait attention à cette chose-là, qui ont fait la guerre contre ça. Et puis plus tard, au bout de quelques générations, on a vu de quoi ça allait. 8 ans plus tard, donc 28 ans après la Révolution française, il y a eu ce Aaron Choriner qui a écrit encore 2 livres, Or Noga et Noga Tzedek. Dans les Tchouvot du Khatam Sofer, on peut voir qu'au début, il essaye de lui répondre sur toutes sortes de questions de halakha qu'il pose. Et puis plus tard, le Khatam Sofer, on voit qu'il parle très très difficile contre cette personne. Le Khatam Sofer, donc justement, c'est de là qu'on en arrive à l'histoire des Ta'amim. Ornoga, dans ce sefer de Ornoga, il a écrit que moi, dans ma choule, j'ai jamais fait les Ta'amim, ça embrouille, ça dérange, c'est une invention, c'est du n'importe quoi. Et donc moi, j'ai arrêté de faire les Ta'amim. Je lis pas avec les Ta'amim. Et puis de toute façon, d'où on sait de quoi les Ta'amim ils avaient l'air à l'époque, qui a entendu Moshe Rabbeinu chanter avec les Ta'amim, peut-être c'est pas du tout comme ça, qui a entendu ceci, qui a entendu cela, et bon, c'est en fait, le Khatam Sofer, il a bien compris que son problème, c'était pas une question que ça les dérangeait à se concentrer dans la Kriyat Torah, c'était plutôt une question que les Ta'amim, c'est un air qui est trop ancien, il faut être moderne, et donc il faut arrêter de faire les Ta'amim. Dans le Khatam Sofer, dans sa tchouva, il va écrire, aujourd'hui, il commence comme ça, c'est avec les Ta'amim, d'accord, c'est considéré que comme un minag, c'est peut-être même pas Me'akev la Kriyat Torah, c'est caché en même temps les Ta'amim, mais aujourd'hui, il commence avec les Ta'amim. Finalement, il va dire qui a vu les Tfilin de Moshe Rabbeinu, peut-être qu'ils n'avaient pas l'air comme ça, ils étaient en forme de triangle ou d'étoile ou de Magan David. Et puis après, il va dire la souka, peut-être qu'elle est différente. Le chauffard qui a dit que c'est des sons comme ceci, c'est peut-être des sons qui étaient autrement. Et donc, il va en fait déraciner toute la Torah avec son histoire d'essayer de faire des changements. Le Khatam Sofer, il dit, nous, en tant que clan d'Israël, on a de Rav en Talmid, de père en fils, on a une massorette qui est très claire, rien n'a changé, et on sait exactement de quoi avaient l'air les tefillin de Moshe Rabbeinu, comment elle était sa souka, son chauffard, etc. Et donc, on s'appuie complètement là-dessus, et on ne fait aucun changement. Bon, je vois que le shiur, il a été bien rallongé. À mon avis, ça va prendre au moins encore 2 ou 3 shiurim. On va essayer demain de s'attarder encore sur l'histoire des Ta'amim. On va voir plusieurs exemples dans les psukim, comment les Ta'amim nous expliquent le pasuk, et que quelqu'un qui va changer les Ta'amim, il va en fait changer complètement la signification du pasuk. Et encore pas mal d'exemples intéressants là-dessus, mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.